Escale en Polynésie, c'est le titre du très beau livre paru aux éditions Au vent des îles et signé de Titouan et Zoé Lamazou. Zoé, journaliste, réalisatrice de documentaires et fille de Titouan Lamazou, peintre et photographe, nommé artiste de l'UNESCO pour la paix en 2003, marin chevronné, vainqueur du premier Vendée Globe en 1990 et qui vient de poser ses valises en Polynésie après 40 années d'errance maritime. Ce livre est divisé en deux grandes parties. D'abord des peintures de Titouan Lamazou, puis des textes recueillis par Zoé, sa fille. Le tout offre un mélange poétique et sensible, très empathique. Le dessin, c'est plutôt une manière douce d'aborder les gens et assez valorisante aussi. Le regard du dessinateur, oui, je pense qu'il est comment dire, assez flatteur. Et puis Titouan, toi, tu te débrouilles toujours pour que ton premier public, c'est-à-dire la personne dont il fait le portrait, soit satisfaite. Donc évidemment, après avoir passé quelques heures à être dessiné, et puis moi je suis autour aussi, on présente un projet ensemble, l'entretien est toujours plus agréable ou plus facile, mais c'était pas systématique. Quelquefois, on faisait l'entretien avant, ça dépendait vraiment des gens et de leur disposition. Et puis il y en a qui ne voulaient pas du tout que Titouan les peigne et qui étaient d'accord que j'enregistre leur témoignage. C'était plus rare. Mais voilà. Il y a une grande diversité de profils. Vous avez rencontré des pêcheurs, des femmes au foyer, des artistes, des sociologues, des biologistes. Voilà, tout cela est listé dans la deuxième partie. Est-ce le hasard de vos rencontres, aussi de vos fidélités à ces îles, ou est-ce que vous êtes allé chercher telle ou telle personne ? Comme en Polynésie comme ailleurs, on a la politesse de préparer nos voyages et donc de nous renseigner de faire beaucoup de lectures, de rencontrer des personnes, essayer de se faire et il y a un certain nombre de personnes, on sait qu'on aimerait bien les rencontrer. Bon, ça, ce sont les gens les auteurs d'ailleurs, les auteurs dont on a lu les romans ou les livres ou les chercheurs dont on a consulté les essais. Et quand il y a certaines donc, personnes qu'on va chercher délibérément, et d'autres, à l'opposé, qui sont le fait vraiment du hasard de l'errance dans ces îles. Moi, ça peut être parce que je vois passer une personne, je me dis, tiens, elle doit être bien dessinée, celle-là. Il se trouve que, comme tout un chacun, comme parmi vous, tout le monde a des choses à dire sur les choses de la vie. Souvent, c'est suivi d'un entretien. Et il y a le hasard et puis les recommandations sur place. Les gens nous disent, tu devrais quand même aller voir cette personne parce qu'il est, par exemple, des pêcheurs. Alors, tu peux raconter comment on rencontre certains pêcheurs. On dit, un pêcheur d'une île de Rurutu nous dit, mais si vous allez à Tupoué, il faut vraiment voir un tel. Parce que lui, il est vraiment un grand militant écologiste. Donc il y a des groupes comme ça de personnes qu'on rencontre. Rien à ajouter. C'est fidèle. Il y a quelque chose sur le travail d'art, de peinture, d'assez saisissant dans vos portraits. C'est la posture, le regard. On a l'impression que ce sont des personnes de votre famille que vous avez toujours connues. Comment est-ce que vous parvenez à faire ressortir finalement l'âme de chacun de ces personnes dont vous dessinez le portrait, Titouan Lamazou ? Je ne saurais pas vous dire, moi. Je sais que j'essaye je travaille. Et parfois, ça se passe de façon miraculeuse en 3 coups de pinceau. Et ça dure 3 minutes. En général, c'est les plus beaux. Et parfois, j'ai un peu de mal à percevoir, vous savez, parce qu'il y a des personnes qui représentent, qui ne correspondent pas exactement à nos canons de la beauté, ou qui sont d'ailleurs en photo pas forcément toujours ce qu'on dit photogénique. Mais en revanche, quand vous les avez devant vous, en 3D, ce sont des gens qui ont un éclat, une brillance, un charme incroyable, et qui ne se traduit pas forcément. Je pense que souvent, moi, je trouve que les photos ne sont pas ressemblantes. Alors qu'avec le dessin, c'est ça le travail, c'est d'essayer de faire passer ce ressenti, mais qui est comment il disait,
Et c'est ce que je m'efforce de faire. Et surtout, c'est qu'il n'y ait pas forcément une démarche tellement artistique et encore moins contemporaine. C'est que mon public, moi, c'est mon modèle. Je veux qu'il soit content. Et de son portrait, ou que sa famille autour de lui soit content. Et puis même en général, ce qui se passe, c'est que tout le monde, après avoir, par timidité, bon, finalement accepté d'être modèle, après tout le monde, toute l'île va être dessinée. Voilà, c'est un petit peu... Il y avait une démarche comme ça qui était un peu plus commerciale d'un grand photographe du Mali qui s'appelait Sédou Keïta et qui, lui, ce qu'il voulait, c'est que ses photos plaisent à son, en l'occurrence, modèle et client, et qu'il soit le plus valorisé possible. Et moi, je fais ça, je fais un petit peu ça dans mon travail. Mais je fais pareil avec les arbres. Hein. C'est-à-dire que ça me permet un végétal, un corail, un poisson, etc. Parfois, ça peut donner un sentiment d'immensité ou de fragilité, et que la photo, bon, vous avez un arbre, alors que si vous arrivez avec vos mains, vos petits doigts, à donner ce que vous avez ressenti, la puissance, ou au contraire la légèreté. Voilà, et je procède de la même façon. Alors ça me fait que ce soit un arbre ou une personne, c'est pareil. Sur les témoignages et la manière dont vous les avez retranscrits, Zoé, ce sont des témoignages bruts. On a presque l'impression d'une retranscription d'un témoignage radiophonique. Il y avait une volonté de laisser la parole vraie, telle qu'elle a été dite, avec aussi l'oralité de chacun. Oui, j'aime beaucoup les accents. Alors, malheureusement, à l'écrit, c'est difficile de les entendre, mais au moins, on peut entendre l'oralité. Et ça, c'était important pour moi. Je trouve ça plus vivant et puis aussi quelque part plus romanesque, alors que c'est très réaliste, au contraire. Mais bizarrement, les interjections, les ouais, les absences de négation, tout ça, ça rend un texte plus vivant aussi et fidèle aux personnes que j'ai rencontrées. Donc, et puis aussi, il y a des gens qui s'expriment pas du même endroit. Hein, des gens qui n'ont pas le même usage de la parole en public, ou en tout cas, le public, c'était moi, mais de la parole... du récit en tout cas. Mais tous ont un sens du récit et du conte qui est très, très fort. Donc j'ai essayé de mettre en valeur cette capacité à raconter des histoires que toutes ces personnes avaient. Et je me suis attachée aussi à conserver le texte au plus près du réel. Alors évidemment, il faut passer de l'oral, les entretiens enregistrés, à l'écrit. Alors évidemment qu'il y a un petit peu une transposition, et puis surtout que je les ai fragmentés et je les ai mis en dialogue. Donc ça, c'est un travail d'édition, je dirais, de rédaction. Et littéraire, ouais. Mais autrement, chaque mot a été prononcé. Hein. Chaque mot est évidemment issu d'un discours documenté et documentaire. Et la volonté de rapporter cette parole sans commentaire, je ne fais aucun commentaire, ni didascalie. C'est aussi parce que pendant longtemps, en Polynésie, des Occidentaux de passage sont venus et ont produit des discours, ont raconté des choses sur la Polynésie qui étaient parfois poétiques, mais aussi très empreints de clichés qui sont encore très tenaces. Et il y a encore des gens qui passent en Polynésie, qui produisent des discours pleins de clichés. Et il me tenait à cœur là, pour le coup, de donner la parole aux Polynésiens et aux Polynésiennes. Peut-être que j'écrirai d'une autre manière une autre fois, mais alors la démarche sera un peu différente. Justement, ce qui ressort de ce livre, c'est une image de la Polynésie loin des clichés, effectivement, et des images paradisiaques, bien que les peintures soient magnifiques. On y parle de ce qui préoccupe les Polynésiens, et notamment de différents thèmes, dont la colonisation, qui revient beaucoup. Je peux citer par exemple un témoignage. La colonisation, c'est 2 siècles pendant lesquels on te dit « vous êtes bon à rien ».
Ou encore Simone. Quand je suis revenue, je me suis aperçue qu'à Tahiti, les gens avaient honte de ce qu'ils savaient. Ils se croyaient ignares alors qu'ils étaient dépositaires d'un trésor et que leurs parents, traités d'idiots, étaient des savants. Ça, vous l'avez senti très fort? Mais oui, on est allé interroger les gens que nous rencontrions sur leur rapport à la culture ancestrale. Et il y a eu, depuis les années 70, une prise de conscience autochtone de la richesse de cette culture, de la force de cette culture, de ce rapport au monde polynésien, et une réappropriation de ces savoirs, de ces savoir-faire, de cette culture matérielle, immatérielle, qui avait été éclipsée, effacée, violentée par 200 ans, 300 ans de colonisation, d'évangélisation. Donc ça a été un travail mémoriel important et multidimensionnel. Chacun ne l'a pas fait de la même manière et chacun ne le vit pas de la même manière. Mais là, on a 48 personnes qui s'expriment en écho les uns aux autres et qui évoquent ce lien fort à la culture ancestrale et pré-contact avec les Européens. Donc c'est un vrai sujet, oui. Alors il y a aussi bien sûr la thématique écologique qui revient beaucoup. Elle vous touche l'un et l'autre. Donc évidemment, vous avez sans doute aussi orienté vos questions et vos demandes de témoignages autour de cette problématique-là. Vous sentez qu'en Polynésie, il y a une conscience peut-être plus accrue qu'ailleurs de cette urgence écologique? Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas dirigé vers les accapareurs qui existent en Polynésie comme ailleurs, parce que la Polynésie n'a pas échappé à la mondialisation. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, avec respect des entrepreneurs, que moi j'appelle plutôt des accapareurs, comme Édouard Glissant les nomme, et Édouard Glissant rajoute: l'imagination des accapareurs est absolument infinie. Et il y a beaucoup de personnes qui visent, comme ailleurs, un enrichissement à court terme, voire à moyen terme au mieux. Et c'est pas ces personnes-là, voyez-vous, vers qui nous nous sommes dirigés en priorité. Voilà. Je crois qu'il y en a aucun qui sont dans le livre. Nous, on s'est plutôt intéressé, d'ailleurs, je vais te passer la parole, Zoé, dire le type de personnes qu'on a rencontrées et qui se font écho dans les textes de Zoé. Mais, oui, on avait à cœur d'orienter ces entretiens qu'on menait avec les gens. Justement, on était à la recherche de ce qui résistait dans le discours des gens et leur rapport au monde, de ce rapport au monde pré-contact avec les Occidentaux, donc un rapport aux animaux, aux végétaux, à tout le reste qui est tout à fait différent de chez nous, où nature et culture sont dissociées. Et là, comme chez d'autres peuples, évidemment, dans cette Polynésie ancestrale, il n'y a pas, le mot nature n'existe pas, par exemple. Et c'est ce qu'on recherchait, ce qui avait résisté, ce qui s'était réinventé aussi de ce rapport au monde différent. Alors évidemment, c'est pas un hommage absolument, ou une envie de retour à ce qui était avant. L'histoire est passée par là, mais les Polynésiens et les Polynésiennes qu'on a rencontrés, bien sûr, ont une conscience, en tout cas, elle s'est révélée dans nos entretiens, une conscience forte des enjeux actuels qui sont peu ou prou les mêmes que les nôtres, qui concernent le réchauffement climatique avec le réchauffement des océans, la mort des coraux, l'acidification des océans, la mort des coraux, donc la mort de toutes les populations de la chaîne alimentaire, et puis de ces poissons qui s'abritent dans les coraux, ou la pollution au plastique à cause d'une industrie perlière, par exemple, qui s'est beaucoup développée. Il y a aussi d'autres sujets comme la pollution liée à l'agriculture,
et la destruction de la biodiversité, la surpêche. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont, en tout cas, qui concernent les personnes que nous avons, avec lesquelles nous nous sommes entretenus. Et donc, ils s'expriment sur la question, ils apportent aussi des solutions, ou en tout cas des opinions. Et c'est très riche de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que je pense que ces témoignages, ils concernent non seulement les Polynésiens, mais ils nous intéressent aussi de ce point de vue-là. Parce que c'est une forme de fraternité aussi autour de ces questions-là. On est quelque part, il n'y a pas d'universalité, mais on est tous concernés et c'est important d'entendre ce qui se passe ailleurs. Et aussi sur la culture d'ailleurs et le rapport à la colonisation. C'est aussi notre histoire. Il faut savoir que les Polynésiens en question qu'on a vus, même si nos démarches étaient un peu orientées, ne sont absolument pas des gens isolés. Quand je dis qu'ils n'ont pas échappé à la mondialisation, ce sont des gens qui sont au fait de ce qui se passe dans le monde et qui dialoguent par Messenger, Facebook, machin, tout ça. Ils sont tous connectés, même mieux que dans certaines campagnes de chez nous. Et donc là, beaucoup de ces archipels ont accès à la fibre, à toutes ces choses-là. Donc c'est pas des gens qui vivent dans un autre monde, même s'ils sont attachés à leurs racines, parce que pour être debout aujourd'hui, mais il faut se reposer sur un passé dont on est fier, etc. Donc on avait banni ce passé, et il y a besoin d'une fierté quand même de soi-même. Voilà, c'est ça qu'ils sont attachés à ça, ce qui ne veut pas dire passéiste. Vous qui les fréquentez depuis de nombreuses années, ces îles, est-ce que vous les avez vues changer, évoluer, et si oui, comment ? Moi, c'est surtout moi qui ai changé et évolué depuis. Et non, je pense que les faubourgs de Papeete, la capitale, parce que l'administration de la Polynésie est à l'image jacobine de la métropole. J'ai vu le développement que j'appelle l'enlaidissement autour de la ville de Papeete, effectivement, qui n'est pas tout à fait la même qu'il y a 40 ans. En revanche, beaucoup d'îles j'ai l'impression que quand je les revois, c'est exactement la même, que ça n'a rien à changer depuis une quarantaine d'années. Bien que si vous écoutez les océanographes, les chercheurs en sciences naturelles, qui étudient le fait que dans certaines îles comme Bora Bora, le fait qu'il y ait énormément de tourisme, de bateaux qui passent partout, les rivages sont érodés par des vagues anaturelles et des choses comme ça, mais qui ne m'avaient pas sauté aux yeux. D'ailleurs, je suis allé à Bora Bora pour la première fois il y a quelques mois. J'étais jamais allé, donc je ne pouvais pas comparer. Mais je pense que de ce point de vue-là, c'est important. Moi, je vivais en Polynésie dans les années 80 et j'avais pas une forte conscience, donc je peux pas vraiment établir de comparatif. Et même, je dirais que l'île de mon enfance, je l'ai retrouvée quasiment, intacte. Enfin, en tout cas, elle correspondait à mon souvenir très étrangement, 30 ans après. Mais il faut quand même mentionner 30 ans d'essais nucléaires dans ces archipels, au Tuamotu notamment, et qui, je pense, là pour le coup, ça c'est important, ça a duré de la fin des années 60, ou le milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 90. Et si les essais nucléaires n'ont pas laissé une trace évidente dans les atolls les plus touristiques, visibles en tout cas dans les atolls les plus touristiques et visités. Il y a quand même eu des atolls sacrifiés et puis des vies aussi sacrifiées, des personnes qui sont malades et puis certainement des non-humains qui sont aussi affectés, une biodiversité qui est affectée, un bouleversement social, comme tu dis, Titouan, très fort suite à ces 30 années d'expérimentation nucléaire dans ces îles du Pacifique. Donc ça, je pense que c'est un changement majeur qui s'est opéré au cours de ces années,
notamment sociale, parce que les gens ont quitté en masse les îles éloignées où ils vivaient et se sont installés là où il y avait un afflux d'argent, d'investissement, avec l'arrivée de cette campagne militaire qui a apporté d'un coup beaucoup d'argent, beaucoup d'infrastructures. Et donc le rapport au monde a changé. Le secteur primaire a été abandonné dans beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, il y a sans doute un mouvement inverse qui se produit, un peu comme ici, le retour à la terre. On a rencontré des jeunes gens, enfin des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui, pas spécialement par souci écologique, mais aussi... mais parce que par manque par manque d'argent, tout simplement, par manque de moyens, devait quitter Tahiti, son urbanité, son urbanisation. Et pour rejoindre des îles où on a besoin de moins d'argent pour survivre, et puis où on est plus proche des éléments de la pêche, de l'agriculture. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un des chapitres de cette deuxième partie qui s'intitule « La bombe », autour des essais nucléaires. Et Titouan a aussi mentionné la bombe dans son exploration artistique des Gambiers. Ouais. Les Gambiers ont été affectés par proximité. Ils étaient à peine 200 km, même pas, de Mururoa et Fanga. Hein? Bon, il y a deux atolls qui ont subi les essais et donc qui ont marqué, alors là plus fortement les habitants les plus proches, bien que les nuages aujourd'hui petit à petit, lorsque les archives s'ouvrent, on s'aperçoit que les nuages aussi sont dérivé vers Tahiti, vers les Marquises, un peu partout, même vers le Chili, paraît-il. Bon, voilà. Une question peut-être difficile parce qu'on n'aime jamais choisir, mais est-ce que dans ces portraits et ces rencontres, il y en a un qui vous aurait particulièrement marqué ou pour lequel vous avez une tendresse particulière, une anecdote que vous aimeriez nous raconter autour de ces rencontres que vous avez faites pendant ce voyage? Ouais, toi aussi, je suis sûre que tu as des idées. Je pense directement... Mais non, alors c'est vrai que c'est vraiment difficile de choisir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement, en relisant les transcriptions, entendre toutes ces voix se répondre, raconter. Non, il y a beaucoup de témoignages vraiment... mais émouvant, drôle, poignant parfois, plein de rage ou de fatalisme. Donc ce sont vraiment des... J'aurais du mal à choisir, mais peut-être pour l'exercice, je vais choisir justement cette jeune fille qui avait refusé... que Titouan fasse son portrait, parce que je crois elle était dans un atoll qui s'appelle Fakarava, au Tuamotu, et qui est réputé pour ses fonds incroyables, et surtout pour la plongée, pour voir les requins gris, parce que c'est une passe où il y a beaucoup de requins gris qui viennent se nourrir là, et qui viennent... il y a toute une population de requins gris très impressionnante, et donc beaucoup de plongeurs qui viennent là. Et elle était très remontée justement contre ce tourisme qui était invasif. Et donc je pense que des gens avaient dû passer et faire genre safari et prendre des photos d'elle et de sa famille. Et donc je pense qu'elle était très résolument contre le fait qu'on prenne son image, même si c'était d'une manière plutôt douce et qui s'apparente plus à la rencontre. Enfin, de toute façon, elle a quand même accepté de me parler. Et puis là, pour le coup, c'était vraiment très enthousiaste. On a bien discuté, enregistré. Et donc, elle était ça la dérangeait pas. Et elle m'a raconté des choses. Elle était complètement fascinée par les histoires que lui avaient racontées les anciens, comme par exemple des histoires de Taura, je crois que ça s'appelle. Taura, c'est des entités protectrices
qui s'incarnent, qui peuvent être des ancêtres, qui s'incarnent dans des animaux, par exemple, moins souvent des végétaux, mais des animaux qui vont venir vous sauver, par exemple, dans des situations un peu compliquées. Son grand-père, à elle me racontait qu'il s'était fait mordre dans le lagon en pêchant, ce qui peut arriver, par un requin. Et donc, il s'est mis à nager, il saignait, il était désespéré au milieu du lagon, et puis... à moins que ce soit au large, puisque c'est un barracuda qui est arrivé et qui l'a porté et qui l'a amené, qui l'a posé en sécurité à un endroit où il pouvait regagner la plage, par exemple. Et puis elle m'a raconté aussi qu'il fallait faire super attention dans certaines parties de cet atoll de Whakaara parce qu'il y a des esprits qui vivent toujours là, des esprits de la nuit, et qui gardent cette terre, et il vaut mieux pas les déranger. Par exemple, elle me dit, il y a un comte touriste qui est venu, ce sont ses mots, et qui a décidé de construire son bungalow là. Et il a trouvé une petite hache ancienne. Et la première nuit, quand il a dormi là, il a vu une personne, la nuit, venir le regarder comme ça. Et la deuxième nuit, il a vu 2 personnes. Puis la troisième nuit, il y avait plein de gens qui étaient autour de lui dans son bungalow à le regarder comme ça, avec l'air de dire tu dégages. Et le lendemain, il est allé apporter cette petite hache à une voisine de Raimana qui est en train de me parler, de me raconter cette histoire. Et la voisine lui dit il faut que tu ailles casser ton bungalow et tu remets cette hache. En gros, voilà, des histoires de... Voilà. Titouan, vous avez eu le temps de réfléchir. C'était trop long ? Mais non, j'écoutais Zoé. Non, les personnages, souvent, moi, il y a une chose quand même que je fais partout, en Polynésie comme ailleurs, c'est ce qui est peut-être qui importe, c'est même pas les personnes, les lecteurs à qui c'est adressé, mais c'est la peinture que je fais. Et si j'arrive à la réussir, à pas la réussir, je la reprends souvent. Et il y a certains portraits pour lesquels j'ai plus de tendresse que d'autres, mais pas forcément à cause de la personnalité du modèle. C'est pour la qualité de... Enfin, ce que je trouve, moi, c'est pas forcément... Je suis le plus mauvais juge de mon travail, évidemment. Mais certains portraits, je suis très content très content, on n'exagère rien, mais je suis content de ce que je fais. Et donc, c'est ceux-là que je retiens, pour lesquels j'ai le plus de tendresse. Mais je ne vais pas vous les montrer. Pour les personnes qui justement ont envie de découvrir la Polynésie, mais sans faire partie de ces touristes que l'on voit aussi décrits d'une manière un peu dure, mais sans doute qu'ils le méritent, qu'est-ce que vous conseillez ? Comment est-ce qu'on peut aller découvrir la Polynésie justement en étant à la rencontre de ces gens que vous montrez et que vous faites parler ? Moi, je ne donne jamais de conseils. Moi, je pense qu'il faut... C'est la lenteur. Il y a un truc que je trouve absolument absurde aujourd'hui, que je pense être un échec de la civilisation, du moins occidentale, c'est la civilisation de loisirs. Et je pense que d'aller en Polynésie, c'est quand même un peu loin, quoi. Moi, c'est pour ça que je ne reviens pas souvent. Parce que si en avion, c'est quand même éprouvant. Le décalage horaire, c'est pas du tout naturel. Et puis quand vous allez... Je sais pas, 15 jours en Polynésie, si vous avez 15 jours de vacances ou 3 semaines, ça fait quand même pas beaucoup. Et souvent, si vous suivez les guides, vous avez des activités frénétiques de déplacement entre les îles, c'est-à-dire que vous voyez rien, quoi, en clair. Enfin, à mon avis. Voilà, mais bon, je suis pas à la place de tout le monde. Moi, j'ai fait de mon métier un métier de voyageur. Je sais pas si je suis artiste pour voyager ou je voyage pour être artiste. Enfin, bon. Voilà, donc je ne peux pas parler à la place des autres, mais j'ai pas de conseils à donner. Mais le bateau atelier, pour vous dire quelque chose, c'est un éloge de la lenteur, parce que je pense que la lenteur, c'est le moyen le plus rapide d'arriver à l'essentiel, quoi. Voilà. Moi, si j'ai un conseil quand même assez facile. Mais je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, vous le faites déjà, c'est de lire en fait. De lire non seulement notre livre, mais pas seulement évidemment, mais surtout de lire les auteurs océaniens ou les auteurs publiés chez notre éditeur au Vent des Îles.
mais parce que là, mais il y a des, oui, il y a une riche littérature océanienne, polynésienne, et des auteurs autochtones qui s'expriment sur leur Polynésie et avec grand talent. Donc ça, c'est une manière tout à fait intelligente d'aborder un pays, c'est de lire les auteurs de ce pays, par exemple. Et puis, il y a aussi beaucoup de chercheurs, pour le coup, occidentaux et polynésiens. Donc, ce n'est pas ces occidentaux de passage. En général, c'est des gens qui sont là depuis une trentaine d'années, même plus, qui ont travaillé sur ces coins et qui ont vulgarisé aussi leur travail. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça parle de la Polynésie, mais ça parle de partout dans le monde, en fait. Ces études historiques ou ethnologiques. En tout cas, attention, parce qu'Escale en Polynésie risque de vous donner très envie d'y aller assez rapidement. Merci beaucoup, Titouan et Zoé Lamazou, d'être ici aujourd'hui à la librairie Dialogue. Voilà, un petit temps de dédicace.